Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, aux États-Unis, l'élection de Donald Trump redessine violemment les rapports entre le pouvoir et les médias. L'édifice démocratique tanque-t-il? Dans un contexte de post-vérité et de faits alternatifs, comment la presse peut-elle lutter? Quelles sont les armes anti-intox? Et comment capter l'attention de ces citoyens désormais rétifs? Et si les journalistes avaient beaucoup à gagner de cette situation pour redéfinir leur métier parmi les plus détestés au monde? Plus largement, comment le journalisme peut-il se réinventer? Concentration des médias, modèle financier obsolète, concurrence accrue mais appauvrissement de l'offre. Les défis sont nombreux à l'heure du numérique. Les innovations sauveront-elles le journalisme? Climat de défiance générale envers les élites, envers les politiques et en France, des affaires d'emploi fictifs qui touchent deux candidats à la présidentielle. L'une concerne François Fillon, sa femme a-t-elle été son employée fictive au Parlement? L'autre concerne Marine Le Pen qui doit rembourser les salaires de deux assistants au Parlement européen. En Belgique, c'est le scandale Publifin qui fait des remous. Comment venir à bout du manque d'exemplarité en politique? Pour en parler, pour tenter de répondre à toutes ces questions, voici tout de suite nos kiosqueurs. Pauline Moulot, journaliste à la rubrique des Intox du quotidien français Libération, qui a organisé cette semaine ce débat, Médias et démocratie, qui a peur de la post-vérité, un débat auquel vous avez participé. Julien Lebotte, producteur de l'atelier des médias sur RFI, également consultant sur des projets d'innovation dans les médias. Vous réalisez un programme numérique, tous les internets, pour la chaîne de télévision Arte. Pierre Marlet, journaliste à la RTBF, la télévision belge, correspondant à Paris. Vous couvrez notamment en ce moment la campagne présidentielle en France. Gérard Leclerc, conseiller éditorial à la revue trimestrielle Oui Demain, consacrée aux questions sociétales, ancien rédacteur en chef à France 2 et à France 3. Jusqu'en mai, vous présidiez la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale, LCP. Et puis en direct avec nous de New York, John R. MacArthur, directeur du mensuel généraliste américain Harper's Magazine et chroniqueur au quotidien québécois Le Devoir. Vous êtes journaliste, ancien reporter, vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur la politique américaine. Merci John, merci à vous quatre d'être ici en plateau pour commenter et analyser cette actualité. N'oubliez pas, vous pouvez faire la même chose depuis chez vous, soit sur Facebook, soit sur Twitter avec le hashtag, le mot dièse, kiosque. Première question, on va regarder, je vous laisse regarder cette image qui s'affiche, image à l'appui. Première question, à droite, la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier, qui était la plus grande en termes d'audience, plus que celle de Barack en 2009 à gauche. Vrai ou faux? Pierre? Non, à un moment donné, il y a les faits. Julien, vrai ou faux? Non, mais il y a sur cette question des faits alternatifs, et je crois qu'il y a une formule qui avait été employée aussi par Trump en amont de la campagne, c'était l'hyperbole véridique. Il y a vraiment une guerre qui est faite aux faits actuellement, c'est très inquiétant. Et on va y venir, on va en parler justement, car à la Maison-Blanche, il n'y a plus de frontière entre les faits et les mensonges, mais il y a désormais un mur érigé avec les journalistes. Florilège de la semaine. Comme vous le savez, j'ai une guerre en cours avec les médias. Ils sont parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur Terre. On a quelque chose qui est incroyable parce que, il semblait honnêtement, on avait l'impression qu'il y avait 1,5 million de personnes. Quoi qu'il en soit, ça allait jusqu'au monument Washington. Et puis j'ai fait l'erreur d'allumer cette chaîne. Il montrait un terrain vide et il disait qu'on avait attiré 250 000 personnes. Ce qui n'est pas mal, mais c'est un mensonge. C'était la plus grande foule qu'il n'y ait jamais eu à une investiture, point barre, en nombre de personnes et dans le monde entier. Pourquoi a-t-il fait ça? Il sape la crédibilité de tout le bureau de presse de la Maison-Blanche dès le premier jour. Ne dramatisez pas à ce sujet, Chuck. Vous parlez de mensonges. Mais Sean Spicer, notre porte-parole, a présenté des faits alternatifs. Mais la question... Attendez une minute. Des faits alternatifs? 4 des 5 faits qu'il a abordés étaient des mensonges. Des faits alternatifs, ce ne sont pas des faits, ce sont des mensonges. Bien, je suis ravie d'être entourée de vous quatre, des êtres humains assez malhonnêtes, parmi les plus malhonnêtes. Ravie de vous accueillir ce dimanche. Blague à part, Donald Trump signe des décrets en rafale, le dernier en date sur l'immigration qui crée une levée de boucliers et une certaine pagaille dans les aéroports du monde entier. Crise avec le Mexique sur la question du mur, etc., etc. Mais il y a eu une constante cette semaine, ce sont ces critiques virulentes contre la presse. Première réaction comme journaliste, Pauline, quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre?
Mais c'est impressionnant de voir surtout ce changement. Maintenant, c'est les médias qui sont accusés de mentir quand ils dénoncent les mensonges de Trump. Il y a même Marine Le Pen qui a parlé de fake news la semaine dernière. Et donc, on voit que ce retournement impressionnant. Gérard ? Qu'un politique attaque la presse, pourquoi pas ? Après tout, la presse n'est pas au-dessus de tous les pouvoirs, de toutes les critiques, etc. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il l'attaque en mentant. Il l'attaque comme il a fait sa campagne, c'est-à-dire avec des outrances, avec des insultes, avec des mensonges, c'est-à-dire des choses on peut vérifier que c'est pas vrai. C'est là où c'est grave. Et ça se rattache à une espèce de tous ces mouvements populistes qui existent un peu, qui émergent un peu partout, où effectivement, on nie la vérité, on nie le fait, on ment. Pour le reste, malheureusement, la presse n'est pas non plus exempte de reproches. C'est vrai qu'elle a tendance à aller beaucoup trop vers le sensationnel, vers les emballements, des fois vers le storytelling en racontant des histoires. Je crois que c'était dans Libération où il rappelait l'histoire des armes de destruction massive en Irak. C'est vrai que la presse internationale n'a pas beaucoup cherché à creuser et à contester ce que disait à l'époque Bush fils. Donc, il y a des critiques à faire sur la presse. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne beaucoup, c'est quand les critiques, c'est pas des critiques, c'est des mensonges. Voilà. Or, ce que fait Trump, c'est ça, comme il l'a fait pendant toute sa campagne. Et ça, malheureusement, ça passe auprès de l'opinion qui est très remontée contre tout, contre ce qu'ils appellent le système, ce qui là aussi est un terme. Voilà, donc c'est là où il y a donc un vrai... Donc on voit qu'il y a un lexique en ce moment qui est assez flou, le système, post-vérité, etc. On va y revenir. Je vous propose qu'on aille tout de suite prendre la température aux États-Unis. John, merci encore d'être avec nous. Vous dites, vous, et ça va nous permettre de rebondir sur ce que disait Gérard, vous dites, vous, que Donald Trump est une invention des médias. C'est tout le paradoxe aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs ironies qui jouent là-dedans. Que son premier livre, l'art du... Je ne sais pas comment traduire. L'art du deal, The Art of the Deal. Du négoce ou de la négociation, oui. Oui, c'était une pure invention d'un certain baron de la presse, S.E. Newhouse, qui est aujourd'hui toujours le patron propriétaire de Condé Nast. C'était fait, bien sûr, avec un nègre, c'était pas écrit par Trump, mais il y a une symbiose entre Trump et les médias qui est très, très importante pour lui. Et c'est là où je bute un peu sur la critique farouche, bien que je partage la critique contre Trump, que je suis vraiment outré par ses mensonges, etc. C'est que les médias ont beaucoup participé à sa montée. Les chaînes de câble ici en ont profité beaucoup. Et on fait beaucoup d'audience, on le sait, ça a aussi nourri les chaînes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes médias, John, sont en ordre de bataille, puisque Donald Trump le dit lui-même, la guerre est déclarée avec les journalistes. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les médias aux États-Unis sont en ordre de bataille ? On voit aussi que ce ne sont pas tous les médias. Il y a les médias amis, il y a les médias traîtres. Oui, il y a quand même des médias légitimes que je traite comme médias sérieux, comme le New York Times, le Washington Post, qui luttent quotidiennement contre les mensonges de Trump. Malheur, le New York Times, et les gens ont un souvenir pas très clair de leur rôle dans l'invention de la menace atomique, bombe atomique de Saddam, mais c'est bien sûr sur ceci qu'ils jouent. C'est le souvenir que c'était le New York Times, en coopération avec la Maison-Blanche de Dick Cheney, qui a carrément inventé les armes de destruction massive qui nous ont menés à l'invasion de l'Irak. Alors, côté crédibilité, les médias ont beaucoup de travail à faire pour revenir à un statut plus légitime pour combattre Trump. Mais, ayant dit cela, on est dans un cas, c'est un cas d'urgence maintenant, c'est la pagaille. Il faut que la presse, telle qu'elle soit, montre un peu de solidarité et d'unité contre cette folie. Ça veut dire quoi, par exemple, des médias qui s'unissent pour poser la même question, la répéter à Donald Trump en permanence ? C'est une solution, justement. Ça, par exemple ? Est-ce que c'est ce qui se dit et ce qui se prépare dans les rédactions aux États-Unis ? J'espère que oui, mais malheureusement, je ne vois pas cette unité vraiment que j'exige en ce moment. Et par exemple, il faudrait que les médias revendiquent tous les jours, quotidiennement,
la sortie de ces déclarations d'impôts. C'est un scandale que personne ne sait combien il a payé, à qui il est redevable, parce que c'est une grande question. Est-ce qu'il est redevable aux Russes, à des créanciers russes? Est-ce qu'il doit de l'argent à des gens suspects? Ça serait révélé s'il sortait ces déclarations d'impôts de 2015, par exemple. Donc, mais tout est étouffé par la comédie, par le rôle qu'il joue avec les faits alternatifs. Donc, on cible les faits, les mensonges les moins importants, comme par exemple le chiffre de participation à son investiture. C'est pas très important. C'est bien sûr, c'est idiot ce qu'il vient de dire, ce qu'il déclare. Mais en même temps, il y a d'autres enjeux beaucoup plus sérieux qu'on devrait cibler. John, évidemment, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous le souhaitez, vous nous faites un petit signe et puis vous intervenez. Se pose cette question maintenant aux États-Unis, c'est celle de savoir aussi, et c'est un dilemme pour les journalistes aux États-Unis, c'est est-ce qu'il faut couvrir les conférences de presse de la Maison-Blanche, sachant qu'on l'a vu, des mensonges y sont proférés, on peut assumer le mot, je crois, ou alors ne pas y aller. Dans les deux cas, les journalistes sont perdants, Pierre ? Je crois que boycotter, je ne vois pas très bien à quoi ça servirait. Enfin, maintenant, je ne suis pas rédacteur en chef d'un quotidien américain, je ne suis pas dans leur situation, je ne suis pas là-bas. J'ai l'impression que la seule chose à faire, nous, d'ici, on regarde ça par rapport à ce qui vient d'être dit avec la distance, avec l'Atlantique qui nous sépare. On a l'impression qu'on est sur une autre planète. C'est ça qui est assez sidérant. Alors que jusqu'il y a peu, il y a quand même beaucoup de points communs entre, même s'il y a des différences entre la démocratie américaine et les démocraties européennes. Et puis là, on a l'impression d'être sur une autre planète. Et donc, ça nous renvoie à une idée il y a urgence, il y a une crise. Il faut trouver la meilleure manière de gérer les choses. Moi, il y a deux manières de voir les choses. Soit la manière optimiste, la manière pessimiste. La manière pessimiste, c'est effectivement ce qu'on vient d'entendre, de dire que de toute façon, ça percole, qu'il n'y a pas moyen de lutter et que, voilà, on est dans un moment où de toute façon, les journalistes traditionnels seraient devenus inaudibles pour une partie du public, le public qui a élu Donald Trump. Puis il y a la version optimiste qui est de se dire, après tout, cette forme de futilité, c'est pas très important, effectivement, le nombre de personnes qui étaient présentes à la Maison-Blanche, mais c'est une forme de futilité lisible par n'importe lequel de citoyen américain. C'est quelque chose d'évident. Le mensonge apparaît de manière cruciale, cette histoire, cette parodie de faits alternatifs. Et donc peut-être que parfois, par l'ironie et par une série d'éléments futiles qui, comme cela, vont, à mon avis, se multiplier, parce qu'on a bien vu à quelle vitesse est parti Donald Trump pour être plus Trump qu'on n'aurait jamais imaginé. Moi, je crois que des choses comme ça vont se répéter et que petit à petit, il y a des choses qui vont percoler. Et donc, ce serait faux de dire que la vérité ne va jamais triompher. Moi, je crois qu'à terme, la vérité finit toujours par triompher. Même si pour l'instant, ce que je vous dis est une profession de foi, mais je pense que ça finira par venir. Alors John, je vous entendais, vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Pierre. Est-ce que vous avez bien dit que la vérité va triompher? Chez nous, je ne suis pas certain que ça soit la vérité. Et il nous faudrait un philosophe comme Baudrillard, vraiment, pour commenter cet effet. Parce que nous vivons dans un monde de télé-réalité aux États-Unis qui n'est pas très européen. Et le fait qu'on est allé en guerre il n'y a pas très longtemps, sur un dossier complètement truqué, à 99% truqué par la propagande et les médias ensemble. Vous parlez de la guerre en Irak? Oui. C'est vraiment déstabilisant. Et c'est vraiment... je reviens sur la question de est-ce qu'on peut combattre les mensonges avec la vérité? Oui, bien sûr, il faut faire le travail de base, de principe des médias, chercher les faits, enquêter, lutter, mais peut-être qu'il faudrait changer un peu le principe de l'objectivité américain. Vous savez que c'est sacré chez nous. Le New York Times incarne... D'un mot, John, je comprends très bien votre réaction. Maintenant,
Je veux dire, la vérité finit par triompher aux États-Unis aussi. Vous parlez de cette guerre en Irak. Ben, la vérité a fini par triompher. Le New York Times a été le premier à dire nous nous sommes trompés à la une des journaux. Et petit à petit, l'opinion s'est transformée. Donc voilà, la vérité a triomphé à ce moment-là. Je crois que ça prend du temps. Et je ne dis pas que dès demain, les gens vont voir clair sur Donald Et Trump. aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelle parade face à un troll qui est devenu président. Vous, je le disais tout à l'heure, vous travaillez, Pauline, à la rubrique des intox, donc vous faites ce qu'on appelle du fact-checking, de la vérification de faits. Comment vous travaillez concrètement dans un contexte comme celui-là ? On retourne à la base, c'est-à-dire vérifier toutes les informations et expliquer surtout, je pense que... Comment vous faites ? Admettons, il y a une fausse information qui circule, vous appelez des gens, pour que ça soit assez concret pour ceux qui nous regardent. Oui, on fait comme font tous les journalistes quand ils font un article, quand ils font un reportage, ils vérifient. Et donc, quand on entend quelque chose, ou quand on voit quelque chose, on essaie de savoir qui l'a dit, quelle est la source, remonter à la source, qui parle, est-ce que c'est confirmé, est-ce qu'il y a une seule personne qui le dit, est-ce qu'il y a plusieurs personnes. Et ce sont les règles de base du journalisme que tout le monde peut-être ne connaît pas, mais c'est vraiment les petites règles de base. La question, ce qui se pose aussi aujourd'hui, c'est est-ce que la presse est un réel contre-pouvoir ? Vous sentez-vous un contre-pouvoir avec le travail que vous faites ? Un contre-pouvoir, je pense que c'est un peu fort. Je pense qu'il y a toute une partie malheureusement, une partie des gens qui préfèrent croire aux faits alternatifs et que de toute façon, on n'atteindra pas. Mais c'est... Je crois qu'il y a la question des conditions d'accès en fait aux faits. Par exemple, Donald Trump, ce qui est assez marquant, ce qu'on parle toujours de cette cérémonie d'investiture, c'est que dès lors qu'il a pris le pouvoir, il a tout de suite demandé à un certain nombre d'institutions en charge notamment des questions environnementales et agricoles d'arrêter de s'exprimer, d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux, presque quelque part de faire un blackout sur tout ce qui était accès aux données, notamment celles qui concernent le changement climatique. Donc on a d'une part en fait une institution, ou plutôt une institutionnalisation de la guerre qui est faite aux faits à des fins finalement idéologiques et politiques. Et dans le même temps, dans le public, on parle d'une opinion qui peut-être est capable finalement d'arriver à la vérité, puisque certains journaux sortent les mensonges qui peuvent être colportés par une administration. On se rend compte que dans l'accès à l'information, notamment via les réseaux sociaux, il y a une énorme partie du public qui désormais ne se sert pas directement, par exemple, de la page d'accueil du New York Times, du Guardian, du Monde ou de Libération, pour accéder à de l'information. Et dès lors, en tant que journaliste, en fait, on est plus stricto sensu un contre-pouvoir dans un environnement qui est extrêmement bien institutionnalisé, où on sait quelque part qu'on est les gatekeepers, comme on dit pendant un moment, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent en fait l'accès à l'espace public et qui filtrent et qui permettent en fait, en un certain sens, aux bons faits de venir interroger le public pour savoir quelle est la réalité de ce qui est en train de se jouer. Non, on a vraiment, à mon avis, un contexte qui est vraiment métamorphosé, transformé, et le fait de revenir, comme vous le disiez, Pauline, par exemple, à ce qui est la vérification des faits, et d'avoir même presque des rubriques dédiées, ça veut dire qu'on sort de la télé-réalité, on sort un peu, où on essaie de montrer qu'on sort de la société du spectacle de bord, de Baudrillard, comme le mentionnait John, et on essaie de dire, mais si, on vous assure, on essaie d'être plus professionnel que jamais. Et donc voilà, ça c'est à mon avis. On va continuer à s'interroger là-dessus, puisque ce contexte, ces faits alternatifs défendus, on l'a entendu tout à l'heure par la conseillère de Donald Trump, ont rappelé des souvenirs de lecture à de nombreux Américains. 1984 de George Orwell, paru en 1949, connaît un pic de vente aux États-Unis. Ce roman, je le rappelle, décrit un futur où le parti règne sur l'Océanien en réinventant une grammaire et un vocabulaire nouveau qui rendent impossible la pensée critique et les idées politiques non orthodoxes. On écoute George Orwell interviewé à l'époque sur la BBC. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen.
It depends on you. Alors George Orwell disait aussi que la première des libertés, c'est de pouvoir dire que 2 et 2 font 4. Combien font 2 et 2 ? C'est rare. Ça fait 4. Vous savez, juste une précision. Alors, pardon, John, je crois que excusez-nous. Que 1984 est monté c'est redevenu un best-seller sur Amazon, donc les gens en sont conscients. Donc, le grand public relit Orwell, oui. On va s'intéresser justement à ce climat, parce que la question qui se pose aussi, c'est est-ce que dans ce climat-là, la démocratie est en tangue ? Est-ce qu'elle est en danger ? Elle est menacée. Je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a ce que peut faire la presse. Et c'est vrai qu'elle doit réfléchir un peu, se remettre en question. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de manque de rigueur, d'emballement, d'hystérisation de l'information. Quand on vous passe en boucle sans arrêt les mêmes images, les mêmes commentaires, etc. Tout ça... Il y a un examen de conscience à faire aussi comme journaliste. La presse retrouve sa vraie fonction de faire de l'enquête, de recouper l'information, d'aller la chercher, etc. Ça, c'est une chose. Mais malheureusement, je crains que ce soit... et à la presse, j'ajoute aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Le principe des algorithmes est un truc effrayant. C'est-à-dire qu'on envoie aux gens ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont déjà... Ce qui développe, bien évidemment, toutes les thèses complotistes. Mais au-delà de ça, et c'est là, je pense, où c'est plus grave, c'est qu'il y a une vraie remise en cause du fait d'une espèce de colère, d'un rejet des gens, de tout ce qu'ils appellent les élites, dans lequel ils mettent à la fois les politiques, les chefs d'entreprise, les médias, etc. Donc il y a un rejet de tout ça, et ça à peu près partout. Et donc des remises en cause absolument invraisemblables. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y a maintenant un nombre très important d'Américains qui sont persuadés que Darwin disait n'importe quoi parce que ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans la Bible, que le monde n'a pas été créé, a été créé seulement il y a 10 000 ans et non pas, etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette remise en cause de tout, et là, ça devient quand même très compliqué. Et c'est le... Alors, si on redescend beaucoup plus bas, c'est au niveau des politiques, une espèce maintenant de rejet de tout ce qui est politique, de tout ce qui peut être dit, une espèce de mélange. Et c'est là-dessus qu'a surfé Trump, je dis, en disant à peu près n'importe quoi. On parle de Donald Trump, on parle du Brexit, on parle de ses électeurs. Oui, mais on peut aussi parler du Front National en France ou des mouvements populistes, etc. Alors, on parle de ces mouvements populistes en filigrane, justement. Comment, parce que c'est souvent des électeurs qui votent en toute bonne foi, qui votent pour leur bien, c'est pas des idiots, mais comment aujourd'hui aller chercher ce lectorat, pour ceux qui écrivent en presse écrite, qui est complètement rétif aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ici il y a des gens qui nous regardent, et qui pensent qu'on dit n'importe quoi ou qu'on n'est pas crédible. Comment aller chercher en fait ces personnes-là ? Mais la seule manière, c'est de faire notre travail de journaliste. On n'a pas le choix. On peut dire qu'il faut le faire plus sur les réseaux sociaux, certainement, puisque c'est un nouvel accès à des gens qui n'ouvrent plus autant leur télé ou qui n'écoutent plus leur radio, qui n'ont plus leur accès au quotidien, qui ne vont plus directement sur la page. Certainement. Mais le travail de base, on ne peut pas réinventer le journalisme. Le journalisme, ça reste vérifier les faits. Et je suis tout à fait d'accord avec Gérard pour dire qu'il faut faire notre examen de conscience et revenir aux fondamentaux du journalisme. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qui se passe, je crois, c'est que tout ce qu'on a vu, c'est pas nouveau ce que dit Gérard avec le darwinisme, c'est pas nouveau ce qui se passe avec George Orwell. On le voit bien, ça date de 1949 quand même cette interview. Donc il n'y a rien de nouveau. L'interview a été faite un peu après, c'est son livre qui est de 49. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une tendance de certains hommes politiques à profiter pleinement de cette espèce d'hésitation citoyenne, etc. Et on y va à fond, et plus c'est gros, plus ça passe. Et donc il y a une énorme responsabilité aussi du populisme politique. John, vous voulez intervenir et ensuite on passera la parole à Pauline ? Oui, je risque là de me vanter un petit peu, mais j'ai fait beaucoup de travail de ce genre-là. Dans l'Amérique profonde, je suis un peu l'expert au sujet du libre-échange, du soi-disant libre-échange et les accords de libre-échange qui ont tellement nui aux petites gens du Midwest, les fameux cols bleus, les petits blancs. Et je vous jure, il n'y avait aucun intérêt, ou très peu d'intérêt dans ma critique. J'enquête depuis 20 ans sur ces gens. Et je vous jure, il y avait le monde diplomatique qui s'est intéressé. J'ai fait un grand reportage dans l'Ohio pour le monde diplomatique, mais ça n'aurait jamais passé, ça ne serait jamais passé dans un grand quotidien américain. C'est juste maintenant que la presse, les médias commencent à s'intéresser dans ces gens-là. Et ces gens-là, un réveil.
et qui se réveillent. Et les petites gens, malheureusement, moins syndicalisés qu'avant, parce qu'avant, il y avait le syndicat qui faisait une grande partie de leur éducation. Plus de syndicats, les écoles publiques en dégradation. Donc ces gens-là, même les plus sophistiqués, ont tendance à dire ah oui, on voit que Trump invente des choses, il dit n'importe quoi, mais en gros, il a raison. Et c'est là où je bute de nouveau, parce que en effet, il a raison entre guillemets au sujet des dégâts créés par le libre-échange en Amérique ou dans ces États clés qui l'ont mené à la victoire. Donc, il y a encore un énorme travail à faire pour la presse américaine, les médias américains, pour restaurer la confiance de ces gens dans les médias, parce que eux, ils se sont sentis complètement abandonnés par les médias. Alors, et ils avaient raison. Il y a un sentiment qui est quand même un peu similaire en Europe, on le voit à travers... Est-ce que vous pensez que justement ces électeurs-là, ces lecteurs, ces auditeurs-là, on peut aller les récupérer et leur parler? J'espère, mais c'est vrai qu'on a ce problème des gens qui répondent certes, c'est pas vrai, mais ça aurait pu être vrai. Et donc, qui vont pas nous croire malgré tout, parce que de toute façon, ça vient d'un média dans lequel ils n'ont pas confiance et qui ne vont pas croire pour l'instant. Trump, ça a probablement été la personne qui a été le plus fact-checkée de toute la campagne américaine. Ces mensonges ont été à chaque fois contredits par tous les fact-checkers américains, et pourtant... soit les gens ne les ont pas lus, soit de toute façon, ils ont préféré le croire lui. C'est l'expression d'une colère aussi, sans doute. Enfin, c'est il y a un moment où la rationalité, elle ne rentre pas strictement en compte. En revanche, dans la redéfinition du métier, il y a quand même effectivement, et c'est ce que vous disiez, Jeanne, énormément de sujets qui ont été peu ou pas abordés, beaucoup de focalisation sur des petites phrases. Donc quand on dit, à mon avis, déjà réinventer le métier, c'est aussi, en un certain sens, essayer de se préoccuper. On avait Orwell, de ceux qui essaient de vivre avec une forme de décence ordinaire, de ceux qui se battent pour payer leur loyer, de ceux qui sont dans une situation où ils ont l'impression que quand on se focalise sur les amours du président ou sur un petit scandale qui finalement concerne un petit milieu, c'est pas exactement les enjeux auxquels ils ont affaire au quotidien. Et deuxième chose, quand on a l'impression qu'il faut considérer que les réseaux sociaux sont que c'est la seule source en fait en un certain sens des problèmes, c'est vrai que c'est la condition de la diffusion accélérée de mauvaises informations, mais c'est aussi la possibilité pour des rédactions et pour des journalistes de réussir à retrouver ce public-là. Donc je pense qu'en fait, soit on se met à se dire que de toute façon l'écosystème a complètement explosé et il faut qu'on continue sur les antennes traditionnelles à faire ce qu'on faisait en faisant un peu plus de fact-checking, soit on se dit ok, très bien, les usages se sont déplacés, le jeune public n'allume plus la télévision, ou en tout cas il le fait à la demande et il le fait pas en fonction d'une grille des programmes, et à ce moment-là on trouve un moyen de se réapproprier cette façon d'accéder à l'information. Vous y travaillez, on va y revenir dans un petit instant. Mais sur cette question, parce qu'effectivement, il y a cette présidentielle qui arrive en France, c'est dans 3 mois, au-delà des bouleversements de la semaine qu'on va commenter dans la dernière partie de cette émission, il y a quand même un enjeu aussi autour de la presse en ce moment, avec en ligne de mire cette présidentielle. Oui, alors la presse française n'a pas... Côté américain, il y a vraiment une presse, par exemple, comme Fox News, etc., qui est très engagée, etc. C'est quand même objectivement moins vrai dans la presse française. On reproche une concentration des médias à la presse française, qui sont aux mains d'un certain nombre de grands industriels. Beaucoup plus de reportages sur le terrain. On en voit énormément. Donc certes, on doit se réinventer, mais... On va aussi à la rencontre des hérités, me semble-t-il, globalement. En même temps, le Washington tous les Post, journaux. Le New York Times font aussi de très bons. Non, je pense il y a un mea culpa à faire quand même ici en France aussi. Non, mais il y a bien évidemment, j'ai commencé par ça et je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un mea culpa à faire. Cela dit, c'est vrai aussi que tout est assez compliqué, parce que je suis le premier à dénoncer le côté sensationnaliste de la presse française, comme les autres, de l'hystérisation, etc. Mais quelque part aussi, si la presse le fait, c'est que ça répond à une demande souvent
50% malheureusement du public. La peopleisation, la presse ne l'a pas imposée, les gens le demandent. Est-ce que c'est pas, donc c'est pas un peu un argument pauvre? Oui, c'est un... Absolument. Pardonnez-moi. Je n'ai pas pensé à vous dire qu'il faut le faire. Je dis simplement qu'il y a cette tentation, surtout que, rappelons aussi que financièrement, économiquement, la presse française va pas très bien quand même. Alors aussi on va y bien venir. pour et donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et quand vous avez moins de journalistes, vous avez moins de journalistes qui enquêtent. On va y venir tout de suite, ça. on continue à discuter, mais il y a eu cette information, et ça concerne l'aspect économique dans la presse cette semaine. La fermeture annoncée de l'hebdomadaire Le Temps, on le connaît à l'international puisque c'est Le Temps qui avait initié l'hebdo, pardon, excusez-moi, le magazine L'Hebdo, toutes mes excuses, évidemment, c'est le magazine L'Hebdo, qu'on connaît à l'international puisqu'il avait initié le Bondi Blog au moment des émeutes en banlieue en France en 2005. Le groupe Ringier, Axel Springer, a annoncé la fin de la parution pour début février. Il n'y avait aucun moyen de retrouver une rentabilité, assure l'éditeur. La rédaction fait part de son indignation et le rédacteur en chef reconnaît toutefois le symptôme d'une presse confrontée à de grandes difficultés financières. On l'écoute et on continue à en parler. On est tout à fait conscient de ce bouleversement. C'est pour ça que depuis l'été passé, avec une équipe de la newsroom, Le Temps l'Hebdo, on avait développé, imaginé un nouvel hebdo assez novateur, qui avait d'ailleurs rencontré un très bon accueil auprès de l'éditeur. Mais l'éditeur a pensé que sur le plan économique, ça n'était pas viable. Moi, je partage pas cet avis. Je suis d'un avis complètement différent. Je pense qu'on tenait là un excellent nouvel hebdo. J'y croyais. C'est vrai que ce n'est pas la vocation des éditeurs de financer à perte éternellement des titres comme l'hebdo, mais là, je pense qu'il y avait une perspective économique à long terme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la presse a manqué le virage numérique et que c'est aujourd'hui pour ça qu'elle est dans cette situation? Ou est-ce que c'est un peu court? Ça paraît très clair. Enfin, en un certain sens, on y est allé beaucoup trop tard. On a aujourd'hui, notamment aux États-Unis, des journaux qui reconquièrent des lecteurs, des abonnés, notamment parce que l'offre, elle est robuste, elle est solide. Quand on a fait pendant des années, on a organisé à côté du local à poubelle des rédactions où on bâtonnait la dépêche, qui n'était, enfin, c'est une autre façon de remâcher en fait de la dépêche AFP. Je suis désolé, c'est pas de l'offre qualitative. Et dans le même temps, les gens n'achetaient pas la presse papier. Donc je pense qu'on ne peut pas nier cette question de la responsabilité. Et j'enfonce le clou, juste pour finir ce que je veux dire par rapport à tout à l'heure. Je pense qu'une vraie politique de l'offre, c'est-à-dire une offre éditoriale vraiment solide, eh ben, ça plaît au public. Alors, Mediapart, évidemment, quand on parle d'investigation, les gens continuent d'acheter le Canard enchaîné. Si on parle de radio, les podcasts... sur France Culture, l'émission la plus podcastée de France Culture, qu'est-ce que c'est ? Les chemins de la philosophie. Voilà, en novembre 2016, j'en parlais dans l'atelier des médias, c'est 15 millions. C'est formidable, mais en même temps, malheureusement, ça ne concerne qu'un public très limité. Alors, tout ce que vous dites est vrai, c'est que la presse française a tardé vis-à-vis du numérique, mais il y a quand même un autre problème, c'est cette idée qui s'est instillée dans la tête des gens que l'information devait être gratuite. Et c'est vrai, ils reçoivent la télévision gratuite, ils reçoivent la radio gratuite, etc. Et ça, c'est terrible, parce que ce n'est pas vrai. Si vous voulez que des gens fassent le boulot qui est le leur, qui est le boulot de journaliste, je suis désolé, il faut qu'ils soient payés. Moi, je suis entièrement d'accord avec Bernard. Oui, c'est un vrai problème. Quand on dit on rate le virage du numérique, c'est un petit peu facile, parce qu'il y a un modèle économique du numérique qui pour le moment, pose souci. n'existe toujours pas. Et simplement, on a détruit l'autre modèle économique, et l'autre n'est pas encore créé, donc fatalement, il y a un vrai souci autour de ça. Mais ça n'explique pas le fond du problème dont on parle ici, qui est quand même cette espèce de tout le monde nous ment, il n'y a pas que les journalistes. Quoi. Je veux dire, il y a l'école. Ça, c'était pour aborder encore un des autres défis du journalisme. Le phénomène est bien plus vaste que simplement la question du modèle économique. John voulait intervenir avec nous depuis New York. Je suis vraiment heureux d'entendre ce débat parce que chez nous, c'est très primitif. Il y a toujours cette obsession avec le gratuit. Et depuis très longtemps, je lutte contre cette idée. Et ce n'est pas une coïncidence que les infos sur le faux emploi, le possible faux emploi de Madame Fillon est sorti dans le Canard enchaîné. C'était qui reste un journal indépendant, pas du tout dépendant sur la publicité, nourri par ses lecteurs avec une indépendance totale. Et c'est là où on devrait cibler nos efforts, c'est de redévelopper les médias indépendants. Harper's reste l'un des revues indépendantes les plus importantes des États-Unis, mais nous sommes très peu. Il y a une corporatisation des médias horribles à l'Occident qui a beaucoup nui à l'indépendance et à l'esprit, à l'élan des médias.
Donc, bien sûr, il faudrait lutter non seulement contre les pires mensonges de Trump, de Le Pen, etc., mais il faudrait aussi subventionner, alimenter une presse indépendante, redevenir conscient de cette importance, parce qu'on a beaucoup perdu ces derniers temps en chassant, en poursuivant ce rêve, ce faux rêve d'Internet qui est devenu un cauchemar. L'Internet ne peut pas nous sauver. Alors, John, on vous entend. L'Internet ne peut pas nous sauver, mais peut-être que la solution peut aussi venir d'Internet. Je pense par exemple à ce projet qui s'appelle FEM de plusieurs universités européennes qui essayent de mettre au point cet outil. Un outil qui devrait permettre en fait de trier les informations vraies ou fausses sur Internet, de passer en quelque sorte de la viralité à la véracité. Est-ce que, en effet, aujourd'hui, le numérique peut aider la presse ? Et est-ce que l'avenir de la presse est là ? Parce qu'on s'interroge tous sur l'avenir de la presse quand on parle de faits alternatifs ou de problèmes économiques. La vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on peut sauver la presse ? En tout cas, le monde est de part en part numérique aujourd'hui. Donc, en un certain sens, je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'une réflexion en profondeur sur la façon dont on fabrique de l'information sur le numérique. Et je pense qu'en fait, on est tous d'accord sur le fait qu'on a eu tort de penser que la gratuité, c'était l'alpha et l'oméga de l'information sur Internet. Donc, en fait, ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est tout simplement le fait qu'il faut une offre robuste, c'est-à-dire un excellent journalisme, pour commencer à penser que les gens seront d'accord pour payer. D'ailleurs, les gens, ils payent pour Netflix. Ils payent pour accéder à Spotify. Ils payent pour accéder à des services qualitatifs dès lors que c'est facile, qu'on y accède sur mobile, que ça passe très bien sur les nouveaux supports. Je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir une réflexion en profondeur et ça demande beaucoup d'humilité et ça demande de faire beaucoup de tests parce que c'est très difficile. Si j'avais d'ailleurs la solution, je l'aurais montée. L'enjeu, c'est vraiment de trouver un moyen pour qu'à l'intérieur de cet environnement numérique, on arrive à garder ce qui tous ici nous fait vivre et ce qui fait qu'on aime notre métier et dans le même temps, qu'on trouve un moyen d'apporter la bonne information au bon moment et que ça vienne percuter justement toute cette fabrication industrielle de fausses informations qu'on a soit par exemple dans des administrations comme celle de Donald Trump, soit par exemple, on sait par exemple que Sputnik ou Russia Today font partie aussi de ces aujourd'hui petites industries qui fabriquent de la fausse information et donc de la désinformation. Et on signalera Breitbart News qui va arriver en Europe avec cette échéance de la présidentielle en France et puis des élections ensuite en Allemagne. Les gens payent pour Spotify, les gens payent pour Netflix, mais parce qu'on leur a proposé une valeur ajoutée. Là, dans la presse, ils ont pris l'habitude d'avoir de la presse gratuite. Ça va être très, très difficile, à mon avis, de les convaincre de payer pour autre chose que des marchés de niche comme Mediapart et qui marchent très bien, les convaincre de payer sans leur montrer la valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en plus, ce qu'ils aiment, c'est aussi avoir une diversité de médias. Ils vont sur Facebook, ils sont abonnés à plusieurs médias et ils peuvent lire Libé, Le Monde, n'importe quoi, Sputnik, sans faire la différence. Et tout est... Ou peut-être qu'ils font la différence d'ailleurs, mais ils l'ont de toute façon gratuitement. On parlait de la fermeture de l'hebdo, mais le Temps, par exemple, qui est dans le même groupe de presse en Suisse, est en train d'investir sur le numérique, d'essayer de faire monter le nombre de ses abonnements. Et l'offre, en fait, numériquement, on a du long format, du grand reportage, du journalisme donné, des enquêtes qui sont faites de manière très structurée. Donc voilà, je ne suis pas capable de dire quel est l'alpha et l'oméga du modèle économique, mais il y a quand même... Pour l'instant, on ne le trouve pas. C'est tout le problème. Au niveau sur le net, à part Mediapart, qui arrive à peu près équilibré, c'est le seul, et tous les autres grands quotidiens perdent de l'argent pour l'instant avec le net. Et aucun, même le Figaro, qui est, je crois, celui qui arrive à le mieux équilibrer, ce n'est toujours pas rentable. On n'a pas trouvé pour l'instant le modèle économique. Alors malgré tout, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut aussi s'interroger, est-ce que finalement cette situation n'est pas un mal pour un bien, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, le New York Times, le Washington Post, et je m'adresse à vous, John, pour une dernière prise de parole, ils gagnent des abonnés depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump et la post-vérité vont sauver la presse ? Question volontairement ironique, puisque vous ne voyez pas mon sourire en coin, John. Non, nous en profitons chez Harper's. C'est pareil chez nous. On a 4-5 fois la moyenne de nouveaux abonnés depuis l'élection de Trump. Mais le problème encore, ça reste que, par exemple, le Guardian, sérieux, gratuit, c'est une catastrophe. Si on continue à donner des infos gratuitement aux gens, on fait concurrence directement avec Trump, qui fait le gratuit de façon beaucoup plus amusante. Alors, si vous voulez répondre à Trump avec quelque chose de sérieux, il faut que les abonnés paient.
que les abonnés soient engagés. Et pour montrer son engagement, il faudrait payer un petit peu d'argent. Sans ça, on est dans un libre marché avec le n'importe quoi. Et c'est Trump qui domine le n'importe quoi en ce moment. Et c'est tout gratuit, diffusé sur les grandes chaînes de câble. Donc si je vous résume, John, la gratuité coûte cher. Coûte cher, la gratuité coûte cher, et on subit les conséquences aujourd'hui. C'est lui le roi de Twitter. Et j'ai vu avec mes propres yeux des écrivains sérieux qui fêtaient Twitter il y a 4 ans à une conférence de Penn, un grand dîner, une grande soirée de Penn. C'est de l'idiotie, c'est idiot, complètement idiot. Merci beaucoup. Merci John d'avoir été avec nous en ce dimanche matin pour vous à New York. À très bientôt et puis bon dimanche à vous parce qu'il commence seulement. Pour terminer sur ce tour de table, et d'un mot rapide, est-ce qu'on est aujourd'hui dans est-ce qu'il y a un coup à jouer? Est-ce qu'aujourd'hui la presse a une belle opportunité de se redonner un coup de fouet? C'est le beau scénario, je le souhaite vraiment. C'est vrai que c'est bien que la presse soit remise en cause et soit obligé de se remettre en cause, mais je ne suis pas totalement convaincu. Moi, d'un mot, on ne peut pas être convaincu, ça peut être que des professions de foi. Simplement, le fond du débat, par rapport à tout ce dont nous avons discuté ici, c'est pourquoi un nombre croissant de citoyens ont pris un malin plaisir à jouer systématiquement au bout de feu. Et quand toute la presse leur dit « Attention, ça c'est dangereux, attention, Trump est dangereux, attention, Brexit », si on me le dit, tant pis, je n'écoute pas. C'est ça le fond du débat qui doit nous occuper. D'un mot rapide. Moi, je suis plutôt optimiste. Enfin, je vois, y compris à la télé des médias, que dans de nombreux pays, y compris au Sud, grâce au numérique, il y a beaucoup de modèles d'information qui sont en train d'émerger et qui permettent de réinterroger l'écosystème de l'information. Et donc, je pense vraiment qu'on peut imaginer beaucoup de choses. Pauline, d'un mot rapide pour terminer. J'ai aussi envie d'y croire. Je pense que c'est le moment pour montrer que les gens peuvent nous faire confiance. Très bien. À nous de travailler pour gagner cette confiance. C'est la fin de cette première partie de l'émission qu'on aurait pu sous-titrer La vérité sigement. Place à la seconde qu'on pourrait sous-titrer La vérité sigement si les faits sont avérés. L'hebdomadaire français Le Canard enchaîné révélait cette semaine que la femme de François Fillon aurait bénéficié d'emplois fictifs grassement rémunérés. Le candidat de la droite à la présidentielle a dément. Nous sommes en 2007. François Fillon vient d'être nommé Premier ministre. Dans ses pas, Pénélope Fillon se fait très discrète. La femme du Premier ministre, je ne pense pas qu'elle a vraiment un rôle. Je serai comme toujours derrière à soutenir tous les autres de la famille et lui-même. Et puis, c'est tout. Aucun engagement politique, comme le confirme ce portrait du Premier ministre, diffusé en 2008. Le point fixe de François Fillon, c'est sa femme, Pénélope, galloise, rencontrée lorsqu'il a 20 ans et mère de ses 5 enfants. Pas le genre à vouloir faire la une des magazines. J'ai pas de rôle. Voilà, je l'accompagne de temps en temps, comme ça, ça se limite à ça. Donc, Vous êtes plutôt discrète à ses côtés, c'est une volonté? C'est pas une volonté de faire, je fais comme je suis. Une ligne de conduite claire, tenue, même quand François Fillon quitte Matignon. La preuve avec cette interview donnée en 2016. Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari. La très discrète Pénélope Fillon est désormais au centre d'une tempête médiatique. Alors, tempête médiatique, mais tempête aussi et surtout politique et judiciaire. Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. On rappelle que le candidat de la droite a fait campagne sur cette honnêteté comme valeur cardinale. La première question qui se pose, parce qu'on verra bien s'il est coupable ou pas, si les deux sont coupables ou pas, c'est cette question d'employer un proche au Parlement. Est-ce qu'ils vont en finir avec ce genre de pratique vous qui avez pratiqué l'Assemblée nationale? À l'évidence, oui, c'est totalement anormal. Je ne comprends pas que les députés, que les parlementaires français n'aient pas traité cette question auparavant. Il y en a une autre derrière. Parce que ça leur rend service, peut-être? Il y en a une autre derrière qui viendra bientôt, vous verrez, c'est le fait qu'ils ont une enveloppe pour tous leurs frais, mais qu'ils n'ont pas à justifier leurs frais. Ce qui est incroyable. Il n'y a aucune entreprise, en France ou ailleurs, où un cadre supérieur puisse dépenser comme ça sans jamais qu'on lui demande même simplement la note du restaurant. C'est comme ça à l'Assemblée, ce n'est pas normal. Donc voilà, il faut... Alors à l'Assemblée, il y en a beaucoup, on l'a beaucoup dit, alors les chiffres varient, en gros, il y a une 50aine de députés qui emploient leurs femmes, et une 30aine ou une 40aine qui emploient leurs enfants.
tout ça, c'est pas... voilà, bien sûr, ça part souvent de bons sentiments, ils s'entendent très bien, ils ont parfaitement confiance en leur conjointe, mais enfin, ça tient pas la route. Ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas au Parlement européen, je crois que ça n'existe pas en Italie non plus. Enfin, ça existe en Belgique, c'est un peu pareil, mais c'est nos frères, le pourcentage de personnes, de familles qui travaillent pour un député est inférieur, semble-t-il, à ce qui se passe en France. Mais fondamentalement, je trouve qu'ici, la vraie question, que ce soit un emploi fictif ou pas, c'est quand même très embêtant quand on voit les images ici d'entendre des professions de foi. Je ne m'occupe pas de tout ça, je ne m'occupe pas de la campagne de mon mari, etc. C'est quoi, c'est le mensonge qui vous choque? Mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui se posent des questions, effectivement, sur on nous présente une image de quelqu'un, voilà, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc c'est un choc, évidemment. On rejoint le débat précédent. Oui, alors... Et le dommage collatéral, c'est la vérité et la complicité, du coup, supposée par des personnes qui vont dire « mais je ne comprends pas, ça fait des années que j'entends ça dans les médias, que Pénélope est finalement fan de tarte aux poires et de que sais-je, et en réalité, on s'aperçoit qu'elle était partie prenante d'un modèle. » Ce que Fillon fait, c'est un peu un fait alternatif, pour reprendre. Ce qui est étonnant aussi de la part de François Fillon, enfin, dans ce cas de François Fillon, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'il est en politique, c'est la première fois qu'il a une affaire réellement. Est-ce que ça vous surprend aussi? Je vous dis, il y a une affaire présidentielle aussi. Oui, alors quand on est candidat à la présidentielle, il a été Premier ministre. Il faut savoir que candidat à la présidentielle, vous êtes complètement scanné, vous êtes tout nu, et donc si vous avez un truc à vous reprocher, il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre ça sorte. Donc voilà. Checking, Pauline, vous travaillez sur François Fillon, sur les candidats à la présidentielle. Est-ce que du coup c'est nous on n'est pas dans le pôle enquête, mais on vérifie quand il a dit qu'il employait ses... Pardon ? Vous avez vérifié du coup sur l'affaire Fillon, vous en êtes emparé ? On a travaillé sur ce qui est à côté. Le fact-checking, c'est juste une partie du journalisme, donc on laisse le pôle enquête faire son travail. Mais c'est par exemple quand il dit qu'il a employé ses enfants avocats, on vérifie si ses enfants sont avocats ou non. Ils sont et ils ne l'étaient pas à l'époque. Ouais. Ils le sont aujourd'hui, mais pas au moment. Oui, en même temps, on peut pas. Toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a le droit d'employer sa femme. Alors, c'est vrai que la presse, peut-être, aurait dû s'en occuper plus tôt, c'est-à-dire de voir la réalité de son travail, de s'étonner également sur le montant de ses rémunérations, qui sont 10 fois plus, enfin beaucoup plus importante en tout cas que celle de ces malheureux attachés parlementaires qui d'ailleurs régulièrement s'en plaignent, manifestent des fois à l'Assemblée. Et qui ici sont très mal. Ils disent on jette l'opprobre sur tout notre travail. Voilà, et ce qu'ils gagnent en général autour de 2 000 €. Quoi. Là, ça montait quand même jusqu'à 7 900. Mais vous qui avez travaillé à l'Assemblée, notamment pour la chaîne parlementaire, vous, justement comme journaliste, pourquoi c'est des affaires qui ne sortent pas plus souvent, puisque ça se sait, quand on est à l'Assemblée nationale, ça se sait. Pourquoi ça ne sort pas ? Moi, j'avoue que j'ai découvert que... Alors là, on parle du cas de Pénélope Fillon, mais c'est une notoriété publique qu'il y a des proches qui travaillent pour les députés. Pourquoi ça ne se dit pas plus ? C'est vrai, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que la presse ne fait peut-être pas suffisamment d'enquêtes, que l'Assemblée nationale elle-même, d'ailleurs, ne vérifie pas, ne contrôle pas suffisamment. Il avait d'autres attachés parlementaires, François Fillon, qu'on connaissait d'ailleurs. Alors souvent, ils peuvent en avoir 2, 3, 4, donc... Oui, c'est vrai qu'il aurait sans doute fallu que la presse, mais je vous dis, il y a 577 députés, c'est pas non plus facile d'aller vérifier chaque fois ce que fait chacun. Julien ? Ce qui est assez marrant, c'est que dans la vigilance qu'on peut avoir sur des institutions, on s'aperçoit que parfois maintenant des collectifs, notamment issus de la société civile, sont beaucoup plus efficaces qu'une partie de la presse. Je pense par exemple à Regard Citoyen, qui a fait partie de ces groupes qui, d'ailleurs, en collaboration avec la presse, ont permis de sortir tout un tas de données sur le patrimoine des élus, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui ont été votées, mais tout ça a été fait de mauvaise grâce par les parlementaires, puisque tout était libéré et mis à disposition du public dans des formats finalement non consultables. Et ce sont ces collectifs qui, en fait, ont permis de rendre ces choses accessibles. Et donc, c'est vrai je veux dire un truc, c'est vrai que c'est très bien que les citoyens s'emparent de ça. Je ne veux pas paraître corporatiste, mais c'est quand même des journalistes qui ont sorti l'affaire Fillon. Qui ont sorti l'affaire Cahuzac, qui ont sorti l'affaire Cahuzac, qui ont sorti l'affaire Cahuzac. Donc voilà, il y a quand même là des gens qui font leur boulot. Je parlais de vigilance et pas d'enquête, c'est-à-dire que c'est l'accompagnement, le suivi, et on voit bien qu'il y a effectivement des failles en un certain sens et qu'on pourrait imaginer une couverture et une transparence améliorée. Et donc voilà, c'est juste un fait. En Belgique, il y a 2 affaires, en quelque sorte, l'une est européenne, c'est Marine Le Pen, qui elle aussi est empêtrée dans une affaire d'emploi fictif. Elle aura employé 2 assistants parlementaires pour travailler finalement plus pour son parti. Au Parlement, exactement. Et le Parlement européen demande le remboursement de 340 000 €. Il y a cette affaire-là. Est-ce qu'elle fait beaucoup couler d'encre à Bruxelles ? Ça, c'est une affaire européenne. Donc, c'est à mon avis, ça fait couler plus d'encre en France, une candidate à la présidentielle qui a des ennuis qu'en Belgique. Par contre, nous avons aussi notre
notre affaire qui a fait couler énormément Publifine. d'encre. Vous l'en avez parlé dans le sommaire. Qui est à la une, on va voir la une du soir qui parle d'un séisme qui a politique. poussé, voilà, la personne que l'on voit, c'est donc le ministre wallon qui avait la tutelle sur les communes et donc qui a dû démissionner vendredi. Sans doute que le ministre n'est pas directement impliqué. Ce qu'on lui reproche, c'est une forme de naïveté, de ne pas avoir vu ce qui se passait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? Il y a une phrase qui a fait choc, qui a fait mouche dans les journaux. On a calculé qu'il y avait des gens qui touchaient en gros 500 € la minute pour assister à des réunions auxquelles ils n'assistaient pas toujours et qui en plus ne sert à rien. Je résume très fort, mais c'est à peu près de ça qu'il s'agit dans le cadre d'intercommunal, enfin ces espèces de toiles d'araignée où on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Et là, effectivement, c'est extrêmement choquant que des mandataires se soient été grassement rétribués sans se poser trop de questions d'où venait cet argent ou le sachant. Voilà, il y a deux thèses, mais c'est quand même un politique qui au départ a dénoncé le pot aux roses et qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet argent et alors là, voilà, tout a fini par s'écrouler. Je vais faire un petit rappel. C'était en 95, la numéro 2 du gouvernement suédois avait été forcée de démissionner. Elle avait réglé quelques courses, vous vous en souvenez peut-être, dont une barre chocolatée, pour vous dire l'ampleur des courses. Elle l'avait fait avec sa carte de crédit de fonction. Elle avait démissionné, elle avait été obligée de démissionner. On parle souvent des pays du Nord, où la morale politique est peut-être plus forte. Pourquoi en France ou en Belgique, on a moins cette morale politique, Pauline ? Bonne question. Je pense qu'il y a une tradition, on est des pays latins, et puis on vient de loin. Il y a quand même 2 choses que je voudrais dire. La première, c'est que pour l'immense majorité, le monde politique français est un monde plutôt honnête, même si malheureusement il y a comme ça des mauvaises habitudes qui existent et qui sont tout à fait condamnables. Ça c'est la première chose, mais globalement il faut aussi faire attention à ce qu'on dit parce que les gens peuvent croire que ils sont tous des corrompus, tous des vendus. C'est pas vrai. Franchement, ce n'est pas vrai. Il y a moins de corruption qu'avant. Il y a peu de corruption. Oui. Et la deuxième chose, c'est ce que j'allais dire, c'est que les choses se sont considérablement améliorées depuis une trentaine ou une quarantaine d'années où on n'en parlait pas du tout. Pauline, donc voilà. Mais il reste des choses à encore améliorer. Dire qu'il n'y a pas de corruption, dire qu'il n'y a pas d'affaires. Si, je dis qu'il y en a peu, il y en a, mais peu. Quand même, non, on ne peut pas dire que les politiques sont des corrompus, c'est pas vrai. Mais le paradoxe, il y a de la corruption le paradoxe, c'est que je pense qu'il y a de la corruption dans tous les pays européens. J'ai la sensation aussi, comme Gérard, qu'il y a plutôt moins de corruption et que les règles sont un peu plus sévères qu'auparavant. Bien sûr, on continue à jouer avec et on le voit, et de temps en temps, il y a une belle affaire qui, surgit. Mais le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que la corruption est beaucoup plus forte aujourd'hui. Je crois que si on avait fait le même travail il y a 50 ans, on aurait vu des choses invraisemblables. Et bien pire. Maintenant, on est très loin de la Suède où, avec sa carte de fonction, il est impensable de faire des courses pour des raisons personnelles. Voilà. On va continuer à en parler avec Dilem, notre ami Dilem, qui d'un coup de crayon nous résume la semaine. Et puis évidemment, cette affaire Pénélope Fillon ne lui a pas échappé. Pénélope Fillon et puis l'enquête de la justice française dont on parlait. Pièce à conviction, s'écrit ce juge en brandissant une casserole accrochée à François Fillon. En France encore, on signalera aussi le second tour de la primaire à gauche. Ça se passe en ce moment. On saura ce dimanche soir qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls sera le candidat à la présidentielle. Est-ce que l'affaire Fillon, d'un mot rapide, peut profiter d'une manière ou d'une autre à la gauche, Julien ? C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse là maintenant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un contexte où, en gros, c'est quand même très compliqué de faire des pronostics. Enfin, moi, personnellement, je ne m'aventurerai pas. D'un mot, Pierre ? Je dirais que le grand bénéficiaire de la semaine, c'est quand même Emmanuel Macron. Tout à fait d'accord, ça ne profitera pas à la gauche, ça peut profiter au Front National et à Emmanuel Macron. Pauline ? Probablement Macron, mais en même temps, on peut pas, avec Trump et le Brexit, on peut vraiment pas savoir ce qui va se passer. Donald Trump, justement, on l'évoquait tout à l'heure, il s'attaque à l'immigration. Retournez chez vous, hurle-t-il à des Américains dont les ancêtres étaient là bien avant ceux du nouveau président, puisque, rappelons-le, ses grands-parents paternels étaient des immigrés allemands et sa mère est née en Écosse. Peut-être le moment ou jamais de le rappeler. Ça y est, c'est l'escalade, constate ce Mexicain face à une échelle. Première crise diplomatique de Donald Trump avec le Mexique au sujet du mur de séparation qu'il entend faire payer aux voisins du Sud. Le président Enrique Peña Nieto a annulé sa visite à Washington. Et pour terminer, bonne année et surtout bonne santé aux Chinois qui entament l'année du coq. Ironie de l'histoire, la Chine est touchée par une épidémie de grippe aviaire qui a déjà fait une dizaine de morts depuis le début de l'année. Voilà, une petite pointe un petit peu acide. Merci à vous 4 d'avoir participé à l'émission. Merci à vous qui nous regardez fidèlement aux 4 coins de la planète. Passez une excellente semaine. À dimanche prochain.